Mon père est mort et m'a laissé un seul objet, un téléphone verrouillé par un mot de passe. Mes frères se sont moqués de moi pendant qu'il prenait son entreprise de 29 millions de dollars, sa BMW neuve et le pantouse de notre famille à New York. Sans abri et désespéré, j'ai tout essayé pour le déverrouiller. Le jour de mes 18 ans, il s'est déverrouillé tout seul et a commencé à sonner. Une voix a dit « Joyeux anniversaire ». Tu as enfin atteint l'âge. Maintenant, le vrai jeu commence. Ce qu'il a dit ensuite m'a fait tomber le téléphone. Le matin où mon père est mort, mon frère se tenait dans sa chambre d'hôpital, se partageant son empire, alors que son corps était encore chaud. J'observais depuis l'embrasure de la porte, pendant que Dmitri sortait son téléphone, appelant déjà nos avocats au sujet de la transition de l'entreprise. Sterling, lui, avait son ordinateur portable ouvert, et calculait la valeur des propriétés. Aucun d'eux ne remarqua lorsque le moniteur cardiaque devint finalement silencieux, à 6h47 du matin. Ils étaient trop occupés à planifier qui obtiendrait le pantouse de Manhattan. La réunion du conseil d'administration est à 9h, dit Dmitri, sans même jeter un regard à la silhouette immobile de notre père. Nous devons sécuriser la transition du leadership avant l'ouverture de la bourse. Sterling hocha la tête, ses doigts volant sur son clavier. Je m'occuperai de la déclaration aux médias. Nous ne pouvons pas laisser cela affecter le cours des actions. Moi? Je restais là, tenant la main froide de mon père, me demandant à quel moment mes frères étaient devenus des étrangers. Theodore Blackwood avait bâti un empire logistique de 29 millions de dollars à partir de rien, et ses fils se le partageaient, tels des vautours, avant même que les infirmières ne viennent l'emporter. 3 jours plus tard, nous étions assis dans son bureau pour la lecture du testament. Maître Maxwell Thorne semblait plus vieux que dans mon souvenir, ses mains tremblant légèrement alors qu'il ouvrait l'enveloppe scellée. Mes frères m'ignoraient sur le canapé en cuir, portant tous deux des costumes Tom Ford identiques, qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. « Messieurs », commença Maxwell, sa voix lourde de quelque chose que je ne pouvais identifier. « Le testament de votre père est assez spécifique. » Dmitri se pencha en avant. À 28 ans, il avait la mâchoire acérée et l'ambition froide de notre père. « Dites-nous simplement la répartition, Maxwell. Nous avons une entreprise à diriger. » Sterling, de 3 ans son cadet mais tout aussi impitoyable, vérifia sa Rolex. « Faites vite. J'ai une réunion avec nos partenaires de Tokyo dans 1 heure. » Maxwell lut les legs comme s'il prononçait une sentence. Dmitri obtenait le poste de PDG et 45% des actions de l'entreprise. Sterling recevait 45% supplémentaires et le pantouse de 15 millions de dollars surplombant Central Park. La collection de BMW revenait à Dmitri, la collection d'art à Sterling. Les résidences secondaires étaient partagées entre eux. Puis, Maxwell se tourna vers moi. À mon plus jeune fils, Ronan, je lègue l'objet personnel numéro 7 alpha. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je me souviens de la façon dont les particules de poussière flottaient dans la lumière du soleil de l'après-midi, de la façon dont le canapé en cuir grinça lorsque Sterling changea de position. C'est quoi ce bordel, cet alpha? La voix de Dmitri trancha le silence comme une lame. Maxwell sortit un téléphone noir de sa mallette. Pas un modèle récent, pas assez ancien pour être de collection, juste un smartphone noir d'apparence ordinaire, avec une seule caractéristique distinctive, un écran de verrouillage biométrique affichant un compte à rebours. 243 jours restants, lus-je à haute voix lorsque Maxwell me le tendit. Sterling me l'arracha des mains avant que je puisse l'examiner davantage. Il le retourna, essaya le bouton d'alimentation, le secoua comme si cela pouvait révéler ses secrets. C'est une blague, n'est-ce pas? Notre père lui a laissé un téléphone verrouillé. Alors que nous héritons d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Le testament est très clair, dit Maxwell. Le téléphone appartient à Ronan, et seulement à Ronan. Toute tentative par d'autres de le posséder ou de le détruire entraînera la déchéance immédiate de leur héritage. Dmitri se leva si vite que sa chaise racla le parquet. Il doit y avoir plus. Qu'en est-il des 10% restants des actions? Et les comptes en Suisse? Tous les actifs restants sont détenus en fiducie, répondit Maxwell. Les conditions de leur libération sont scellées. Ce fut à ce moment-là que mes frères décidèrent que je ne faisais plus partie de la famille. Je le vis dans leurs yeux, dans la façon dont ils me regardaient, comme si j'étais un étranger qui leur avait volé quelque chose. En moins d'1 semaine, ils m'avaient expulsé du pantouse.
Sterling supervisa personnellement les agents de sécurité qui mettaient mes affaires dans des sacs poubelles. Papa a toujours été trop tendre avec toi, dit-il, en les regardant jeter mes vêtements dans le hall d'entrée. Maintenant, tu vas apprendre ce qu'est le monde réel. Ils gardèrent tout. Les photos de famille, les bijoux de ma mère qui devaient me revenir, même mon ordinateur portable qu'ils déclarèrent propriété de l'entreprise. Tout ce qu'il me restait, c'était ma vieille Honda Civic, un sac de sport rempli de vêtements, et un téléphone qui ne s'ouvrait pas. Mais le jour de mon 18e anniversaire, à 6 heures du matin précise, ce téléphone s'illumina. L'écran de verrouillage disparut. Un seul contact apparut. L'héritage de Théodore. Mes mains tremblaient lorsque j'appuyais sur appeler. La voix de mon père emplit ma voiture. Joyeux anniversaire, mon fils. Tu as enfin atteint l'âge requis. Maintenant, le vrai jeu commence. Ce qu'il dit ensuite me fit lâcher le téléphone, mais je dus le ramasser, car les coordonnées qu'il me donna allaient changer tout ce que mes frères pensaient savoir sur l'empire de notre père. Grandir en tant que plus jeune fils de Theodore Blackwood, c'était vivre dans l'ombre de tout le monde. Mon père avait bâti Blackwood Logistique à partir d'un seul camion de livraison, pour en faire un empire de 29 millions de dollars s'étendant sur toute la côte est. Pendant que mes frères, Dmitri et Sterling, travaillaient dans des bureaux d'angle avec des baies vitrées, je passais mes étés à l'entrepôt, apprenant à manœuvrer des chariots élévateurs et à charger des conteneurs de fret. Tu comprends les fondations, me dit mon père un après-midi de juillet. Nous étions assis sur le quai de chargement, partageant des sandwichs et regardant les camions arriver du Jersey. Tes frères voient des tableurs et des marges bénéficiaires. Toi, tu vois les gens qui rendent ces chiffres possibles. J'avais 15 ans à l'époque, la sueur coulant dans mon dos après avoir déplacé des cartons toute la matinée. Ils pensent que je perds mon temps ici. Laisse-les penser ça, dit-il en prenant une bouchée de son sandwich jambon-fromage. La vue depuis le sommet ne signifie rien si tu ne sais pas ce qui soutient les fondations. Notre famille vivait dans un penthouse qui occupait tout le dernier étage d'un immeuble surplombant Central Park. Ma mère, Vivien, l'avait décoré avec des sols en marbre italien et des antiquités françaises qu'elle avait collectionnées lors de ses voyages. Chaque pièce avait une histoire. L'horloge de grand-père provenant d'une vente aux enchères dans le Bordelais. Le tableau d'une petite galerie à Florence où elle avait passé sa lune de miel. Quand le cancer l'emporta il y a 5 ans, l'appartement devint un mausolée. Mon père ne pouvait se résoudre à rien changer. Sa tasse de café était toujours sur le comptoir de la cuisine, là où elle l'avait laissée ce dernier matin. Ses lunettes de lecture restaient sur l'étagère, marquant sa page dans un roman qu'elle ne finirait jamais. Les dîners de famille devinrent des réunions de conseil d'administration. Nous nous asseyions à la table de salle à manger de 6 mètres, pendant que Dmitri présentait les projections trimestrielles sur sa tablette. Sterling contre-attaquait avec des analyses de marché et des stratégies d'expansion. Il parlait en acronyme et en valorisation boursière, tandis que notre gouvernante, Marie, servait les plats. Ils y goûtaient à peine. La succursale de Seattle est sous-performante, annonçait Dmitri entre 2 bouchées de filet mignon. Nous devrions envisager une restructuration. Une restructuration signifie licencier 40 personnes, faisais-je remarquer. Sterling riait, sans gentillesse. Contente-toi de tes jeux vidéo, Ronan. Laisse les affaires aux adultes qui comprennent comment le monde fonctionne. Il a raison, pourtant, disait parfois mon père si bas qu'il faisait semblant de ne pas entendre. Ces 40 personnes ont des familles. Mais il n'insistait jamais. Ne me défendait jamais lorsqu'il rejetait mes opinions. Il se contentait de m'observer avec ses yeux gris, qui semblaient détenir des secrets que je ne pouvais déchiffrer. Les employés de l'entrepôt me traitaient différemment de mes frères. Pour eux, je n'étais pas le fils du patron jouant aux travailleurs manuels. J'étais Ronan, celui qui savait comment sécuriser correctement une cargaison, qui se souvenait du nom de leurs enfants, qui apportait du café pour l'équipe du matin quand j'arrivais tôt. Tes frères ne viennent jamais ici, me dit un jour Samuel, le superviseur de la sécurité. Ils ne savent même pas que nous existons, sauf en tant que chiffres sur leur note de frais. Quelqu'un devrait savoir que vous existez, répondis-je en l'aidant à vérifier l'inventaire de la nuit. Ton père le sait, dit Samuel, avec quelque chose d'étrange dans la voix. Il sait exactement qui nous sommes. Je ne compris pas ce qu'il voulait dire à l'époque. La semaine avant la mort de mon père, tout semblait différent. Il paraissait distrait, distant. Il fixait des photos de famille pendant des heures. Il accorda une augmentation à Marie sans raison apparente, et paya son salaire avec 2 ans d'avance.
Il passait des nuits entières dans son bureau, porte verrouillée, parlant à voix basse au téléphone lors d'appels que je ne pouvais distinguer. Puis vint ce mardi soir où il m'appela. Son bureau sentait le cuir et le bourbon, les murs tapissés de livres en édition originale qu'il avait réellement lus. Il était assis derrière son bureau en acajou, paraissant plus vieux que ses 62 ans. « Ronan », dit-il en poussant un téléphone noir sur le bureau. « Ceci est à toi quand je ne serai plus là. »« Papa, ne parle pas comme ça. Écoute-moi. » Sa voix portait une urgence que je n'avais jamais entendue auparavant. « Tes frères auront ce à quoi ils s'attendent. Tu auras ce que tu mérites. Cela ne semblera pas juste au début. Tu voudras abandonner. Ne le fais pas, je ne comprends pas. » Il se leva, se dirigea vers la fenêtre surplombant les lumières de la ville. Ta mère l'a vu en toi. La capacité de voir de la valeur là où les autres ne voient rien, de s'accrocher quand lâcher prise semble logique. Ce téléphone mettra cela à l'épreuve. Promets-moi que tu le garderas en sécurité. Promets-moi que tu n'abandonneras pas, peu importe à quel point cela semble impossible. Je te le promets, dis-je, confus mais frappé par son intensité. 3 jours plus tard, il s'effondra lors d'une réunion du conseil. Crise cardiaque, dirent-ils, foudroyante. Il était parti avant même l'arrivée de l'ambulance. Debout dans son bureau vide par la suite, je tenais ce téléphone et me demandais quel secret il contenait. Je n'avais aucune idée qu'il me coûterait tout, avant de révéler pourquoi j'étais le seul fils en qui il avait vraiment confiance. La lecture du testament eut lieu dans le bureau de mon père, un jeudi après-midi qui donnait l'impression que le monde s'effondrait. Maître Maxwell Thorne était assis derrière le même bureau en acajou où mon père m'avait donné le téléphone à peine 10 jours plus tôt. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait ses lunettes de lecture. « Messieurs, le testament de votre père contient des dispositions inhabituelles, » commença Maxwell, sa voix portant 40 ans d'expérience juridique. Je lui avais conseillé de reconsidérer certains aspects, mais Théodore était catégorique. Dmitri tapotait des doigts sur la coudoir de sa chaise. « Lisez-le, c'est tout, Maxwell. Nous avons une entreprise à diriger. » Maxwell s'éclaircit la gorge et commença. « À mon fils aîné, Dmitri, je lègue mon poste de président-directeur général et 45% des actions de Blackwood Logistique, avec plein droit de vote. » Dmitri hocha la tête, satisfait, mais pas surpris. Il avait été préparé pour ce rôle depuis l'université. « À mon fils, Sterling, je lègue 45% des actions de Blackwood Logistique et le Penthouse de Manhattan, y compris tout le mobilier et les collections d'art qu'il contient. » Sterling sourit, calculant déjà la valeur de la propriété dans sa tête. Le Penthouse seul valait 15 millions. À mon plus jeune fils, Ronan, Maxwell fit une pause, me regardant avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Je lègue l'objet personnel numéro 7, Alpha, à remettre immédiatement après la lecture de ce testament. Le silence qui suivit fut suffocant. Les doigts de Dmitri cessèrent de tapoter. Le sourire de Sterling s'évanouit. Je sentis mon estomac tomber. C'est tout ? La voix de Dmitri était dangereusement calme. C'est tout ce qu'il obtient. Maxwell sortit le téléphone noir de sa mallette. Cet appareil est protégé par un cryptage de qualité militaire et des verrous biométriques. Le testament stipule spécifiquement qu'il appartient à Ronan, et seulement à Ronan. Toute tentative par d'autres de le posséder, d'y accéder ou de le détruire entraînera la déchéance immédiate de la totalité de leur héritage. Sterling éclata de rire, un rire dur et amer. Vous êtes en train de me dire que notre père lui a laissé un téléphone verrouillé, pendant que nous partageons un empire de plusieurs millions de dollars ? Ce doit être une erreur. Il n'y a pas d'erreur, dit Maxwell. J'ai personnellement vu Théodore créer ces dispositions. Les 10% restants des actions de l'entreprise, et tous les autres actifs non listés, sont détenus en fiducie avec des conditions de libération scellées. Dmitri se leva, le visage rouge de colère. C'est insensé. Ronan a à peine obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Il a passé son temps à jouer à l'ouvrier d'entrepôt au lieu d'apprendre le métier, et père lui laisse un mystérieux téléphone. Peut-être qu'il y a des bitcoins dessus, dit Sterling d'un ton moqueur. Ou peut-être que c'est la façon de papa de dire que Ronan n'obtient rien, parce qu'il n'a rien apporté. Ils me firent essayer de le déverrouiller sur le champ, me regardant comme des vautours pendant que j'essayais toutes les combinaisons de mots de passe possibles. L'anniversaire de notre mère, la date de rencontre de nos parents, la date de fondation de l'entreprise. Rien ne fonctionnait. L'écran n'affichait qu'un champ de mots de passe et ce compte à rebours.
243 jours restants. Ça ne vaut rien, déclara Dmitri, tout comme sa contribution à cette famille. L'expulsion eut lieu exactement une semaine plus tard. Je revenais d'un entretien d'embauche pour trouver des gardes de sécurité postés devant le Penthouse. Sterling se tenait dans l'embrasure de la porte, supervisant tandis qu'il sortait mes affaires dans des sacs poubelles. « C'est une maison de famille, dit-il, sans me regarder dans les yeux. Et d'après le testament, tu ne fais plus vraiment partie de la famille, n'est-ce pas? Où suis-je censé aller? Ce n'est pas notre problème. Peut-être que tes copains de l'entrepôt t'accueilleront. » Ils jetèrent mes vêtements dans le hall comme des ordures. Mon ordinateur portable, ma console de jeu, même le livre de recettes de ma mère qu'elle avait annoté pour moi. Tout fut déclaré propriété de l'entreprise ou héritage familial auquel je n'avais aucun droit. Quand je protestai, Dmitri arriva avec un avocat. « Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire, dit-il. Tu as eu ce que père voulait que tu aies, un téléphone. Sois reconnaissant que ce ne soit pas rien. » Je passai cette première nuit dans ma Honda Civic, garée derrière un Walmart. Le téléphone était posé sur mon tableau de bord, me narguant avec son écran verrouillé. J'essayais tout au cours des semaines suivantes. Des magasins de technologie, des hackers que je trouvais en ligne, même un professeur d'informatique de l'université de New York spécialisé en cryptage. Personne ne put le déchiffrer. Ce n'est pas un cryptage commercial, me dit le professeur. C'est autre chose. De niveau gouvernemental, peut-être même supérieur. Pendant ce temps, mes frères prospéraient. Dmitri annonça une expansion majeure sur les marchés internationaux. Sterling organisait des fêtes somptueuses au Penthouse, publiant des photos de champagne et de mannequins sur Instagram. Ils agissaient comme si je n'avais jamais existé. Je trouvais un emploi dans un restaurant, travaillant des quarts de 12 heures pour le salaire minimum. Ma voiture devint ma maison. Je me douchais dans une salle de sport jusqu'à l'expiration de mon abonnement. Le téléphone ne me quittait jamais, même quand je n'avais plus rien d'autre. Certaines nuits, allongé sur ma banquette arrière, je fixais ce compte à rebours et me demandais si mon père n'était pas simplement devenu fou à la fin. Mais je lui avais fait une promesse. Peu importe à quel point cela semblait impossible, je n'abandonnerais pas. Mon 18e anniversaire arriva un mardi matin d'octobre, la pluie martelant les vitres de ma voiture. Je m'étais garé derrière une aire de repos sur l'île 95, au même endroit où les camionneurs me laissaient parfois des restes de nourriture quand ils reconnaissaient ma voiture. Le téléphone était posé sur le siège passager, là où il était toujours. Ce compte à rebours indiquait enfin, 0 jours restants. À 6 heures du matin précise, l'heure de ma naissance selon mon certificat de naissance, l'écran explosa de lumière. Le champ du mot de passe disparut. Un seul contact apparut dans le répertoire, l'héritage de Théodore. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli le laisser tomber. J'appuyai sur « Appeler ». 3 sonneries qui semblèrent durer 3 ans. Puis la voix de mon père emplit la voiture, claire et forte malgré le fait que ce soit un enregistrement. « Joyeux anniversaire, mon fils. Tu as enfin atteint l'âge requis. Maintenant, le vrai jeu commence. » Je ne pouvais plus respirer. Sa voix continua, mesurée et déterminée. « Si tu entends ceci, cela signifie que tu as tenu ta promesse. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas laissé tes frères le prendre. Tu ne l'as pas vendu quand tu étais désespéré. Tu t'es accroché quand la logique disait de lâcher prise. Tes frères ont échoué à leur test au moment où ils ont pris ce qui semblait précieux et ont jeté ce qui semblait sans valeur. Mais toi, Ronan, tu as compris que la valeur n'est pas toujours visible en surface. » L'écran du téléphone changea, affichant des coordonnées GPS et un code d'accès. Bâtiment 47, Parc industriel Blackwood, sous-sol 3. Entrez le code 7 Alpha Crown 1960. Tu as 72 heures avant que les protocoles de transfert automatique ne s'activent. Après cela, tout ira aux bénéficiaires de secours. Ne laisse pas cela arriver, mon fils. Tout ce que j'ai réellement bâti t'attend. L'enregistrement se termina. J'étais assis là, dans ma voiture trempée par la pluie, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Le parc industriel était à 65 km de la ville, un ensemble d'entrepôts que mes frères considéraient comme notre entreprise la moins rentable. Ils avaient essayé de le vendre 2 fois, mais mon père avait toujours opposé son veto. J'avais un demi-réservoir d'essence et $17 en poche. Le trajet dura 1 heure à travers le trafic matinal.
Le parc industriel semblait abandonné à mon arrivée. Des mauvaises herbes poussaient à travers l'asphalte fissuré, la plupart des bâtiments étaient sombres. Seul le bâtiment 47 montrait des signes de vie. Une unique guérite de sécurité, occupée par quelqu'un que je reconnus immédiatement. Samuel, le superviseur de la sécurité de l'entrepôt principal, était assis derrière une vitre pare-balles. Il leva les yeux de son journal et sourit. Pile à l'heure, Ronan. Ton père avait dit que tu arriverais ce matin. Samuel, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu travaillais en ville. Il glissa une carte d'accès par la fenêtre. Je travaille là où on a besoin de moi. Ton père m'a réaffecté ici il y a 3 ans. J'attendais que tu te montres. Tu étais au courant de tout ça? J'en sais assez. Bâtiment 47, sous-sol 3. L'ascenseur est par le quai de chargement. Ta carte l'activera. L'intérieur du bâtiment contrastait avec son extérieur délabré. Des couloirs propres, un éclairage moderne, de subtiles caméras de sécurité suivant mes mouvements. L'ascenseur était caché derrière ce qui ressemblait à un panneau de maintenance. Ma carte d'accès l'ouvrit, révélant une cabine qui descendait bien plus profondément que n'importe quel sous-sol normal. Le sous-sol 3 nécessitait le code d'accès. La voix de mon père avait été claire. C'est Alpha Crown 1960, son année de naissance. La lourde porte se descellant avec un sifflement pneumatique. Ce que je trouvais à l'intérieur changea tout ce que je pensais savoir sur mon père. La pièce était immense, facilement 300 mètres carrés. Des écrans couvraient le mur nord, affichant des réseaux logistiques que je ne reconnaissais pas. Des routes à travers la Syrie, la Somalie, le Venezuela, des confirmations de livraison dans des langues que je ne pouvais pas lire. Le mur contenait des serveurs qui bourdonnaient doucement, leur lumière clignotant selon des motifs qui semblaient presque vivants. Un unique bureau occupait le centre, en bois poli que je reconnus comme celui du vieux bureau de mon grand-père. 3 objets attendaient sur sa surface. Un journal en cuir, un ordinateur portable et une photo encadrée de ma mère me tenant dans ses bras, bébé. Le journal était de l'écriture de mon père, daté de la semaine précédant sa mort. Ronan, si tu lis ceci, tu as découvert ce qu'est réellement Blackwood Logistique. L'entreprise dont tes frères ont hérité est réelle, rentable et complètement légitime. C'est aussi une couverture. Depuis 23 ans, j'utilise nos routes de transport légitimes pour déplacer quelque chose de bien plus précieux que des marchandises commerciales. Je m'assis lourdement, continuant à lire. La fondation Blackwood n'existe sur aucun registre gouvernemental. Nous acheminons de l'aide humanitaire à travers des zones de combat, des fournitures médicales au-delà des embargos, du matériel éducatif dans des territoires occupés. Chaque perte dont Dmitri se plaint correspond en réalité à des fournitures qui atteignent des gens qui en ont besoin. Chaque itinéraire inefficace que Sterling veut optimiser est en fait une bouée de sauvetage pour des endroits que le monde a oubliés. L'ordinateur portable s'alluma à mon contact. Aucun mot de passe requis. Des comptes financiers apparurent à l'écran. Des banques en Suisse, à Singapour, à Chypre, aux îles Caïmans. Le solde combiné me brouilla la vue. 400 millions de dollars. Un post-it était collé à l'écran, avec l'écriture de mon père. Ce n'est pas de la richesse, mon fils. C'est une responsabilité. Le téléphone sonna, pas l'enregistrement cette fois, un appel en direct. L'identifiant de l'appelant indiquait seulement « Commandement de la Fondation ». Je répondis d'une main tremblante. Monsieur Blackwood, la voix était nette, britannique, professionnellement chaleureuse. Je m'appelle Harrison Pike, directeur des opérations pour la Fondation Blackwood. Votre père avait dit que vous appelleriez le jour de votre 18e anniversaire. Nous vous attendions. C'est vraiment en train d'arriver. Tout ça est réel. Très réel, monsieur. Au cours des 23 dernières années, votre père a bâti le plus grand réseau humanitaire clandestin au monde. Officiellement, nous n'existons pas officieusement, nous avons sauvé environ 2 millions de vies dans 47 pays. Je regardais les écrans montrant les opérations en cours. Mes frères n'en ont aucune idée. Absolument aucune. Ils ont reçu l'entreprise que tout le monde peut voir. Vous avez reçu celle qui compte vraiment. Votre père a conçu cela ainsi pour une raison. Harrison expliqua le test. Le verrou biométrique du téléphone n'était pas seulement un cryptage. Il contenait un programme d'IA qui surveillait la personne qui le possédait. Il suivait mes choix, ma survie, mon refus de le céder malgré des circonstances désespérées.
Vos frères ont également été testés, dit Harrison. Au moment où ils vous ont mis dehors, ils ont échoué. Au moment où ils ont choisi la propriété plutôt que la famille, ils ont échoué. Mais vous, vous avez choisi de tenir une promesse, même quand cette promesse ne vous a apporté que des difficultés. Mais je ne sais pas comment diriger une chose pareille. J'ai 18 ans. J'ai travaillé dans un entrepôt. Vous en savez plus que vous ne le pensez. Ces étés à l'entrepôt n'étaient pas aléatoires. Votre père vous formait, vous apprenant la logistique depuis la base. Les ouvriers avec qui vous vous êtes liés d'amitié, 17 d'entre eux sont des agents de la fondation. Samuel, à l'étage, dirige notre division de sécurité nord-américaine. Mon esprit revint sur ces étés. Carlos, qui m'avait appris l'efficacité du routage. Marcus, qui m'avait montré comment cacher des cargaisons sensibles à la vue de tous. Elena, qui m'avait expliqué comment falsifier des manifestes d'expédition. Il ne m'apprenait pas à être un ouvrier d'entrepôt. Il m'apprenait à être un contrebandier. Ouvrez le dossier désigné Chrome 7 sur l'ordinateur portable, m'instruisit Harrison. Le dossier s'ouvrit pour montrer des documents de structure d'entreprise. Mon nom était listé comme actionnaire majoritaire de Blackwood Logistics, possédant 55% de toutes les actions. C'est impossible. Le testament disait que 10% étaient en fiducie, avec des conditions qui se sont déclenchées aujourd'hui. Votre père a rédigé 17 versions différentes de son testament, chacune conçue pour différents scénarios. Celle que vos frères ont vue a été spécifiquement élaborée pour vous tester tous les trois. Ils ont reçu leurs 45% chacun, croyant avoir gagné. Vous avez reçu 10% cachés en fiducie, plus 45% supplémentaires dissimulés dans des sociétés écrans qui viennent d'être transférées à votre nom. Je détiens la majorité de l'entreprise depuis 6 heures ce matin. Oui. Vos frères ne le savent tout simplement pas encore. Harrison continua d'expliquer. Chaque itinéraire inefficace dont mes frères se plaignaient était en réalité une mission d'approvisionnement de la fondation. Les employés de l'entrepôt qu'ils voulaient licencier étaient des agents. Les bâtiments qu'ils voulaient vendre étaient des planques et des centres de distribution. Le mois dernier seulement, dit Harrison, nous avons livré des médicaments de chimiothérapie à des enfants en Syrie, des systèmes de purification de l'eau à des villages au Bangladesh, et des fournitures éducatives à des camps de réfugiés au Soudan du Sud, le tout dissimulé dans des commandes d'expédition légitimes. Comment mon père a-t-il financé tout cela sans que personne ne s'en aperçoive? Brillamment. Il prélevait sur les bénéfices en utilisant des méthodes que vos frères n'ont jamais pensé à examiner. Il se concentrait sur la vue d'ensemble, pendant que votre père travaillait dans les marges. Un pourcentage par-ci, une erreur d'arrondi par-là. Sur 23 ans, cela s'est accumulé pour atteindre 400 millions de dollars. Le téléphone vibra avec un message crypté. Des confirmations bancaires, des transferts d'actifs, des documents juridiques, tout passait à mon nom en temps réel. Il y a encore une chose, dit Harrison. Vérifiez le tiroir du bas du bureau. À l'intérieur se trouvait un autre téléphone, identique au mien mais déverrouillé. La liste de contacts se lisait comme un annuaire du pouvoir mondial. Sénateur, ambassadeur, PDG d'entreprise du Fortune 500, ministre des Affaires étrangères. Votre père avait des alliés partout. Des gens qui connaissaient la fondation et la protégeaient. Ils attendent de vos nouvelles. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Que le fils de Theodore Blackwood est prêt à continuer son travail. Mais d'abord, vous avez une réunion du conseil d'administration à laquelle assister. Réunion du conseil? Vous êtes l'actionnaire majoritaire maintenant. Vos frères ont convoqué une session d'urgence pour demain matin afin de discuter des projections du 3e trimestre. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Je regardais autour de moi la pièce, les écrans affichant des missions actives. Les serveurs bourdonnant d'une intention secrète, la photo de ma mère sur le bureau. Mon père ne m'avait pas abandonné. Il m'avait soumis à un test, et je l'avais réussi. Harrison, combien de personnes sont au courant de cela? 43 agents de la Fondation dans le monde entier. Une autre centaine d'alliés dans divers gouvernements et entreprises. Et maintenant, vous. Mes frères vont contester cela. Laissez-les essayer. Chaque document est légal. Chaque transfert est légitime. Votre père a passé 3 ans avec les meilleurs avocats du monde pour s'en assurer. Demain, j'entrerai dans cette salle de conseil, non pas comme le plus jeune fils oublié, mais comme le propriétaire majoritaire de tout ce que mes frères pensaient contrôler.
La salle du conseil de Blackwood Logistics n'avait pas connu de drame pareil depuis l'effondrement de mon père 3 mois auparavant. J'arrivais à 8h55, portant le costume Armani de mon père, que Samuel avait gardé en sécurité dans le bâtiment 47. Mes frères étaient déjà là, Dmitri à la tête de la table, Sterling examinant les rapports trimestriels sur sa tablette. « Sécurité !» cria Dmitri dès que j'entrai. « Faites sortir cette personne immédiatement. »« Asseyez-vous, Dmitri. » Je posai les documents juridiques sur la table polie. Je suis l'actionnaire majoritaire de cette entreprise, à 55%, depuis hier matin. Les gardes de sécurité hésitèrent, confus. Sterling saisit les papiers, son visage se vidant de sa couleur à mesure qu'il lisait. Ses mains tremblaient réellement en tournant les pages. C'est impossible. Les conditions de la fiducie étaient scellées. Nous aurions été avertis si quelque chose avait changé. Les conditions étaient scellées pour vous, pas pour les exécuteurs testamentaires. Le transfert s'est fait automatiquement le jour de mon 18e anniversaire, lorsque certaines exigences ont été remplies. Je pris la place de mon père à la tête de la table. Maxwell Thorne a tout confirmé ce matin. Voulez-vous l'appeler? Le visage de Dmitri passa du rouge au violet. Tu as manipulé père. Tu l'as trompé d'une manière ou d'une autre. Nous contesterons cela en justice. Allez-y. Père a fait appel aux meilleurs avocats du pays pour rendre cela inattaquable. Mais pendant que vous gaspillez de l'argent en frais juridiques, laissez-moi vous dire ce qui va changer ici. Je ne les ai pas renvoyés. Cela aurait été une vengeance mesquine, et mon père m'avait appris à valoir mieux que ça. Dmitri était en fait excellent pour gérer les opérations quotidiennes. Sterling avait un don pour les relations publiques et l'expansion du marché. Ils avaient juste besoin de comprendre ce que notre entreprise représentait vraiment. 15% de tous les bénéfices seront désormais consacrés au développement de la logistique humanitaire, annoncai-je. Nous promouvons également 17 employés d'entrepôt à des postes de direction, avec effet immédiat. Tu es fou, Sterling frappa la table de sa main. Ces gens n'ont pas de MBA. Ils ne comprennent rien aux affaires. Ils les comprennent mieux que vous ne le pensez. Ils mènent des opérations parallèles depuis des années. Des opérations qui ont sauvé des vies, pendant que vous comptiez les profits. Au cours des 6 mois suivants, je révélai l'existence de la fondation à mes frères, petit à petit. Non pas parce que je leur faisais confiance, mais parce que le travail était trop important pour rester complètement caché. Ils devaient savoir pourquoi certains itinéraires ne pouvaient pas être optimisés, pourquoi certains travailleurs ne pouvaient pas être licenciés, pourquoi certaines expéditions qui semblaient être des pertes étaient en réalité nos plus grandes victoires. Le moment qui changea tout fut lorsque je montrai à Dmitri des images d'un camp de réfugiés en Jordanie. Des enfants recevaient des médicaments que nous avions fait passer clandestinement à travers 3 zones de guerre, cachés dans des cargaisons de pièces automobiles. Cette petite fille, dis-je en montrant un enfant à l'écran, a une leucémie. Les médicaments de chimiothérapie que nous avons livrés la maintiennent en vie. Voilà à quoi sert réellement notre inefficace Route 7. Dmitri fixa l'écran pendant un long moment. Père a autorisé cela. Père a bâti cela. Chaque perte dont tu te plaignais, chaque décision inefficace que tu remettais en question, tout cela visait à sauver des vies comme la sienne. Il fallut 1 an avant que Sterling ne vienne dans mon bureau, le même où le testament avait été lu. Je suis désolé, dit-il, et il semblait sincère. Pour tout, pour la façon dont nous t'avons traité, pour ne pas avoir vu ce que papa voyait en toi. Il voyait du potentiel en nous tous, répondis-je. Toi et Dmitri avez eu l'entreprise visible parce que vous pouviez la diriger efficacement. J'ai eu le téléphone parce qu'il savait que je pouvais survivre sans la richesse. Nous avons tous eu ce dont nous avions besoin pour devenir qui nous étions censés être. Mais tu as eu plus. L'argent, le contrôle, le véritable but. Non, Sterling. J'ai eu la responsabilité. Chaque décision que je prends affecte des milliers de personnes que vous ne rencontrerez jamais. Des familles dans des zones de guerre, des enfants dans des camps de réfugiés, des médecins dans des endroits que le monde a oubliés. L'argent n'est pas à moi, il est à eux. Le contrôle n'est pas le pouvoir, c'est le but. 3 ans se sont écoulés depuis ce matin d'anniversaire dans ma voiture. La fondation a doublé sa portée. Nous avons ouvert des couloirs sécurisés dans 12 nouvelles zones de conflit. Nous avons livré suffisamment de fournitures médicales pour approvisionner 30 hôpitaux de campagne. Nous avons acheminé du matériel éducatif à plus de 200 000 enfants qui, autrement, n'auraient pas de livres.
Mes frères savent maintenant tout et sont devenus de précieux alliés. Dmitri s'occupe de l'entreprise légitime qui finance notre travail. Sterling gère notre image publique et nos relations gouvernementales. Nous ne sommes toujours pas proches, mais nous sommes unis pour poursuivre l'héritage de notre père. Le téléphone est toujours sur mon bureau, déverrouillé maintenant, mais toujours mystérieux. Parfois, il reçoit des coordonnées pour de nouvelles missions provenant de sources que je n'ai pas identifiées. Harrison pense que mon père l'a programmé avec des plans d'urgence, des plans qui s'activent lorsque certaines conditions sont remplies. Nous suivons chaque piste, et elle mène toujours à des personnes qui ont désespérément besoin d'aide. Mon père m'a dit un jour que la richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on peut se permettre de donner. Il a fallu l'itinérance pour comprendre la richesse. Il a fallu la perte pour comprendre la valeur. Il a fallu un téléphone verrouillé pour déverrouiller mon but. Le vrai jeu, comme l'a dit mon père, avait bel et bien commencé, et chaque vie que nous sauvons prouve que j'étais le bon joueur à qui le confier. Si cette histoire vous a ému, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que parfois, les plus grands cadeaux se déguisent en plus grands défis. Commentez ci-dessous à propos d'un moment où quelque chose qui semblait sans valeur est devenu inestimable dans votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires puissantes qui nous rappellent que le véritable héritage n'est pas toujours une question d'argent, mais de but, de patience, et du courage de s'accrocher lorsque lâcher prise semble être la seule option. Merci d'avoir écouté mon histoire.